Bonjour les premières, vous avez tous reconnu, j'espère, ce bruit caractéristique d'une locomotive à vapeur. Locomotive à vapeur qui va être un des symboles de l'industrialisation qui va toucher la France pendant le 19e siècle et pendant le règne de Napoléon III, ce qui me permet donc bien d'introduire ce nouveau chapitre. Donc nous sommes toujours dans le thème 2, la France dans l'Europe des nationalités, qui nous mène de 1848 à 1871. Avec, pour illustrer ce thème, nous allons y revenir longuement, une peinture sur une huile sur toile plutôt de Claude Monet, représentant la gare de Saint-Lazare à Paris, gare Saint-Lazare qui existe toujours. Et nous sommes dans le chapitre 2, oui, c'est ça. Nous sommes dans le chapitre 2, l'industrialisation et l'accélération des transformations économiques et sociales en France. Alors, pour introduire ce chapitre, une fois n'est pas coutume, donc ce tableau de Claude Monet, hein, qui est l'un des maîtres de l'impressionnisme, hein, vous savez, ce courant dans lequel les peintures étaient réalisées par petites touches successives, hein, dont font partie Monet, Manet, mais aussi Vincent Van Gogh, pour citer quelques peintres impressionnistes parmi les plus célèbres. Eh bien, ce tableau fait partie du genre de la peinture de paysage. Mais ici, ce paysage est assez révolutionnaire, hein, plus que traditionnellement, quand on entend parler de peinture de paysage et qu'on évoque ce terme, on s'attend plutôt à un paysage plutôt verdoyant, la nature, des lacs, des forêts, alors que là, eh bien, on a un paysage totalement urbain. Et ce tableau, il est très intéressant parce qu'il va nous permettre de mettre en valeur, de révéler les profondes transformations que connaît la ville au XIXe siècle, mais aussi, par la même occasion, la profonde transformation du regard qui est porté sur la ville, hein. La ville qui devient le symbole du progrès, un progrès qui est visible et qui fascine le visiteur, car les transformations sont extrêmement nombreuses et extrêmement rapides pour quelqu'un qui se serait absenté des villes quelques années et qui revient. Il va avoir parfois même du mal à reconnaître sa ville. Si je prends le cas de Paris après les travaux du baron Haussmann, sur lequel nous reviendrons dans ce chapitre un petit peu plus tard. Donc, pour poursuivre dans l'introduction, le 19e siècle, et particulièrement le règne de Napoléon III, va être marqué par une révolution des transports, une révolution qui est symbolisée ici par l'utilisation de la machine à vapeur que vous devinez au cœur de l'œuvre, hein, ici, là, qui est sur les rails de chemin de fer. Donc on est dans le domaine de la révolution des transports, hein, puisque le train va bouleverser les modes de transport traditionnels, hein. Jusqu'à présent, on se déplaçait en carrosse, on se déplaçait à cheval, on se déplaçait à pied, ou voire en bateau, éventuellement sur les cours d'eau. Mais dorénavant, avec la machine à vapeur, la relation espace-temps va être complètement transformée et ça va être vraiment une révolution et quelque chose qui va profondément marquer les contemporains. De la même façon, peut-être que le fait que l'homme ait marché sur la Lune en 1969 a transformé la vision du monde que pouvaient avoir nos grands-parents. Eh bien, l'invention de la machine à vapeur et notamment du chemin de fer a complètement transformé la vision que pouvaient avoir les contemporains du milieu du 19e siècle. Donc, cette révolution des transports concerne évidemment les personnes, hein, puisqu'il y aura plus de mobilité, les gens vont pouvoir se déplacer plus facilement en France, mais ça va concerner également les marchandises, car ça a contribué évidemment à l'essor du commerce, et notamment l'essor par exemple du commerce des produits frais, qui auparavant étaient limités finalement à leur région, et qui dorénavant, grâce au progrès du transport, vont pouvoir se diffuser à l'échelle du territoire. Cette révolution des transports va se faire grâce à la révolution industrielle, hein, donc l'invention des locomotives, l'utilisation de la vapeur pour produire de l'énergie à partir de l'eau qui est chauffée grâce au charbon. La structure métallique est de plus en plus utilisée, ce qu'on voit d'ailleurs à travers la gare, hein, c'est une structure métallique, hein, avec des piliers métalliques. Cette structure métallique est symbolisée par exemple à Paris un petit peu plus tard par la Tour Eiffel, hein, puisque là nous sommes en 1877. 12 ans plus tard, ce sera la Tour Eiffel. Mais aussi, cette révolution industrielle est symbolisée par de nouvelles techniques que peut utiliser aussi le peintre, par exemple, ici,
le peintre, il va pouvoir réaliser ce tableau en plein air, alors qu'auparavant, il était très difficile de réaliser des tableaux en plein air. Et dorénavant, il peut réaliser ce tableau en plein air grâce au progrès de l'industrie chimique qui permet donc de fixer, de créer des peintures qui sont plus facilement utilisables en plein air, alors qu'auparavant, elles étaient très sujettes aux modifications des conditions atmosphériques. Donc la chimie également va connaître de grands progrès pendant cette révolution industrielle. Et puis ce 19e siècle va être une véritable révolution dans le domaine de l'urbanisation, notamment à Paris. Et on le devine dans le fond, dans la brume de la vapeur, hein. On devine de nouveaux immeubles en arrière-plan, hein, ces immeubles qu'on appellera les immeubles haussmanniens qui caractérisent les grandes artères parisiennes et, et sur lesquels on reviendra quand on travaillera sur le Paris du baron Haussmann. Donc, pour résumer, pour finir l'introduction, on peut dire qu'à partir des années grosso modo 1840, donc un tout petit peu avant le début du règne de Napoléon III, la France va être marquée comme une partie de l'Europe par de grands changements économiques. Et ces grands changements économiques, avec notamment la naissance de la classe ouvrière, vont également bouleverser la société, apportant évidemment de nouvelles conditions de vie, des nouvelles conditions de travail avec des rapports entre ouvriers et patrons qui vont se généraliser en ville, euh, et de nouveaux rapports sociaux évidemment, tout comme de nouveaux lieux de vie, par exemple les immeubles haussmanniens comme on peut le voir ici. Donc c'est à partir des années 1840 que va se développer en France le phénomène de l'industrialisation, hein, ce phénomène qui est défini à la page 115 de votre manuel, dans lequel on vous dit que c'est un processus d'extension et d'intensification des activités industrielles pendant lequel la production industrielle finit par dépasser la production agricole. Donc c'est à partir du moment où la production industrielle dépasse la production agricole qu'on peut parler vraiment d'industrialisation. Donc la problématique du cours sera la suivante. Comment l'industrie française est-elle transformée par l'industrialisation et l'urbanisation? Donc dans un grand 1, nous allons nous intéresser aux transformations des modes de production. Et pour illustrer ces transformations des modes de production, eh bien, il faut rappeler qu'au XVIIIe siècle, hein, il y a eu le perfectionnement de la machine à vapeur, hein, qui est une conséquence de l'essor des sciences. La machine à vapeur qui avait été développée par James Watt, un Britannique, en 1750. Et ici, par exemple, cette peinture d'un paysage, hein, par Bonomé Ignace François, qui peint la ville de Montchanin et les huilières et les carrières d'Agile de Montchanin. Eh bien, cette peinture, justement, illustre la transformation qui se déroule un peu partout en France au XIXe siècle. Si on regarde le paysage, bon, grosso modo, il est encore majoritairement agricole, hein. On voit ici, il y a des forêts, ici aussi, encore des champs, mais la production de houille, c'est-à-dire de charbon, est en train de se développer massivement. On implante des machines à vapeur, hein, pour extraire ce charbon. Ici, on voit les dégagements de fumée un peu partout, les cheminées d'usines qui se développent et qui sont en train de symboliser cette révolution industrielle qui est en train de transformer les paysages agricoles français, où les machines à vapeur vont remplacer la traditionnelle force hydraulique. Vous savez, les moulins qui fonctionnaient avec la force du courant, les moulins à eau. Ça pouvait être aussi dans d'autres régions de France, notamment du Nord, des moulins à vent. Et donc, cette révolution industrielle va transformer la production et son organisation. Donc justement, concernant la production, on va voir que la production française est de plus en plus mécanisée. Pour voir l'exemple de la modernisation de l'industrie française, on va prendre le cas du textile. Ce textile, on va le voir à l'aide du document suivant, hein. Voilà comment était pendant longtemps la production textile en France, hein. Elle se faisait par le biais d'ateliers domestiques, c'est-à-dire au domicile, hein. Donc les femmes tricotaient ou tissaient à la maison
et ensuite leur production était vendue à quelqu'un qui l'a racheté et qui l'a centralisé. Alors que dorénavant, au 19e siècle, eh bien, vont être construites de véritables usines textiles avec des machines à vapeur. Et vous voyez là, on est des immenses usines avec vraiment une production industrielle, c'est le cas de le dire, qui va remplacer donc la production domestique. Alors, pendant longtemps, il va y avoir une concurrence entre ces deux productions, hein, l'atelier domestique, petit atelier domestique de chaque femme dans une région qui va produire à la maison. Et il va y avoir une concurrence avec ces grandes usines textiles, comme ici à Orléans. Et puis, petit à petit, il va y avoir un recul et un effacement de ce que les Anglais appellent le domestic system, ce qui s'appelle ici l'atelier domestique, qui est moins productif et moins compétitif. Euh, alors justement, pour aller un petit peu plus loin concernant l'évolution de la production textile et même la révolution de la protection textile, de la production textile, pardon, et voir comment la mécanisation a-t-elle bouleversé ce secteur entre 1848 et 1870. Vous allez, pour la prochaine séance, faire les deux premières questions, c'est-à-dire dans un tableau comparer les deux modes de production, donc le secteur de domestic system ou la production domestique avec la production industrielle, voir quelles sont les sources d'énergie utilisées, le type de travail, est-ce qu'il est individuel ou collectif, le volume produit, est-ce qu'il est faible ou important, le type de production, est-il artisanal ou industriel. Et dans un deuxième temps, vous direz, selon vous, quels sont, et selon l'auteur surtout, quels sont les avantages de la mécanisation de la production textile. Donc vous me ferez les deux questions pour la prochaine séance que vous m'enverrez soit sur WhatsApp, soit que je vous mettrai un lien sur Pronote pour que vous puissiez me déposer votre travail sur Pronote. Donc pour revenir ensuite au cours, les bouleversements que connaît le textile avec le passage d'une industrie dominée par la production domestique à vraiment une production industrielle dans des usines où on regroupe de nombreuses machines à vapeur et de très nombreux ouvriers, eh bien ce bouleversement se retrouve dans la métallurgie, c'est-à-dire la fabrication de métal, hein, et d'outils, hein, en état, d'objets en métal, et se retrouve également dans l'industrie mécanique. Donc, pour illustrer ce nouveau système industriel, eh bien, par exemple, on a une nouvelle organisation de la production avec des usines et notamment des ouvriers, des ouvrières et des machines. Ça, c'est la nouvelle organisation de la production. On utilise de nouvelles sources d'énergie, ce qu'on appelle de la houille, donc c'est du charbon, plus des machines à vapeur. Les machines à vapeur, donc, qui vont marcher, je vous ai dit, sous le principe de l'eau qui va bouillir grâce à la houille et qui va ensuite faire tourner, eh bien, tourner le mécanisme. Également va être mis en place un nouveau système d'autorité avec dorénavant un directeur, le directeur de l'usine, un règlement qu'il va falloir suivre et des contremaîtres. Des contremaîtres, ce sont des intermédiaires entre le directeur et les ouvriers qui sont là pour faire régner notamment la discipline, vérifier que les ouvriers ne discutent pas, respectent les horaires, travaillent dur, etc. Qu'est-ce que va entraîner cette nouvelle organisation de la production avec ces nouvelles sources d'énergie et ce nouvel système d'autorité? Eh bien, ça va entraîner une hausse de la productivité et donc une baisse du coût de la production. Donc, ça va entraîner aussi un déclin du travail à domicile qui ne sera plus compétitif, c'est-à-dire que le même tissu fabriqué à domicile coûtera plus cher que un tissu fabriqué en usine, même s'il sera peut-être de qualité moindre, mais c'est toujours le principe aujourd'hui du travail artisanal et du travail industriel. Eh bien, c'est la même chose qu'entre le travail fait dans une usine et le travail fait à domicile. Donc ce nouveau système industriel, dont je vous ai mis le schéma dans le cours, se retrouve dans la métallurgie, dans le textile, dans l'industrie mécanique. Et concernant l'industrie mécanique, justement, eh bien, si on regarde le document 3, page 115, on voit que en France, dans le domaine des activités industrielles, on voit le rôle essentiel du textile et l'affirmation de la métallurgie, hein. Le textile en 1851 représentait 42% de la part de l'emploi industriel, alors qu'il est tombé à 37% en 1866, donc 15 ans plus tard. Par contre, dans le domaine de la métallurgie, on est passé de 31% à 32,5%, le troisième secteur étant le bâtiment et la construction. Donc on voit quand même qu'il y a une prédominance du textile, même s'il y a un léger recul, avec un léger progrès de la métallurgie dans le domaine industriel. Voilà les deux secteurs qui dominent en France.